Bonjour Claire, bonjour à tous les auditeurs. Moi je m'appelle Morgane Large, je suis journaliste en Centre-Bretagne. On est sur ma commune, la commune qui a été la mienne pendant 24 ans, Glomel, qui est une très grande commune des Côtes d'Armor. Et là on est au milieu de la campagne de Glomel, sur une petite route. Il y a un pont qui a des panneaux occultants. Le pont enjambe, vous allez voir, je vais vous montrer. On va se rapprocher du pont. Et en fait, on est loin d'imaginer lorsqu'on passe sur cette route parce que comme les panneaux sont occultants, on voit pas grand-chose, on voit juste un petit pont. Mais en dessous, il y a à droite une route et à gauche un cratère gigantesque. Quand je dis gigantesque, c'est pas voilà, qui est en activité là et c'est la carrière, parce que c'est une carrière, bien que ça fonctionne comme une mine. C'est la carrière de Glomel. On a les voitures qui passent derrière nous. Une carrière qui existe depuis les années 70 et qui se trouve sur un gisement de quelque chose qui est très rare, nommé l'andalousite, un minerai très rare. Et on est sur le gisement sans doute le plus intéressant au monde, en pourcentage d'andalousite dans la roche, et pourtant ça fait que 10%, mais voilà. Et je ne sais pas si Claire vous voyez, mais c'est très profond, très 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 grand, cette mine-là. Et là, on est sur la fosse 3, mais de l'autre côté, on a une grande route qui mène à la fosse 1, la fosse 2 et les usines, parce qu'en fait, cette carrière, donc là, on entend le travail de la roche, on extrait de la roche, mais ensuite, on broie cette roche pour pouvoir raffiner le minerai qui est l'andalousite, qui est à hauteur à peu près de 10%. C'est un cristal assez joli, on appelle ça l'or rose aussi. Merci à vous, Morgane Large, de nous accueillir ici et de vous prêter au jeu de cette balade portrait dans un lieu plein de sens pour vous, forcément, qui colle aussi à l'actualité, à votre actualité. Expliquez-nous pourquoi avoir choisi cet endroit-là pour notre balade. En fait, on vient de co-enquêter avec 2 autres journalistes sur cette mine de Glomel. Les autres journalistes, il s'agit de Célia Izoard, qui est spécialiste des mines dans le monde, et d'une autre journaliste qui s'appelle Catherine Le Gall et qui, elle, est spécialiste de la finance. Donc on s'est vraiment régalé à faire 3 volets pour le Médiasplan, un média d'investigation breton. Un volet sur l'environnement pur, un volet sur la politique locale et sociale et tout ce qui en découle dans le fait d'avoir cet énorme gisement ici. On a un camion qui va passer sous nous. Et donc le dernier volet, c'était sur la finance. À qui profite cette mine-là énorme de Glomel ? Eh bien, en fait, elle appartient principalement à un grand groupe, propriété de la famille Frère, Albert Frère, une famille belge, et de la famille Desmarais, une famille canadienne. Je vous l'ai dit, il y a 10% donc, de ce qui est extrait ici, qui est de l'andalousite à peu près, mais ça veut dire qu'il y a 90% de déchets. Et les déchets, eh bien, ce sont des milliers de tonnes, des dizaines, des centaines de milliers de tonnes, puisque la carrière à Glomel ici a le droit d'extraire jusqu'à 1,5 million de tonnes par an de roches. Et ces déchets, on va passer un peu plus loin, on va aller en voiture, et vous allez voir, il y a un champ qui était un champ agricole autrefois, là, qui a été décapé, recouvert de plastique. Autour du champ, on a fait comme des douves pour récupérer l'eau. Et puis, petit à petit, il y a une montagne qui est en train de se former, qui a le droit d'atteindre les sommets, la hauteur des sommets les plus hauts qu'il y a par ici, à Glomel. Parce qu'on va recontextualiser un petit peu ce volet. C'est que voilà, vous avez révélé dans cette enquête un impact très sérieux sur l'environnement. Pour résumer. On a beaucoup travaillé, on a travaillé pendant des mois. Et il y a quelque chose qu'on a fait, qu'on a décidé de faire, parce que il fallait qu'on le fasse, même si c'était un peu compliqué, ça coûte cher. On est allé prélever des sédiments à la sortie de l'usine, dans un petit ruisseau qui s'appelle le Crasius. On a pris un point très en amont de l'usine, un point à la sortie de l'usine, à la sortie des rejets d'eau, mais donc dans les sédiments, on a gratté. Et puis à un autre point, il y a un recamion qui passe. Là, sur cette petite route, c'est fou le trafic du fait de cette mine. Et un autre point, dans une réserve naturelle
qui est en aval, parce que ici on est vraiment dans un pays de sources, et en tête de bassin versant. Et cette carrière, elle fonctionne, elle a besoin d'eau pour son process, mais pas que. C'est aussi que quand on creuse, on trouve de l'eau. Et donc elle creuse, par exemple, là on est sur le bassin versant du Blavet, mais toute l'eau qui sort d'ici, elle est collectée et elle repart sur le bassin versant de l'Élé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande réserve naturelle et une grande zone, il y a des kilomètres de zone humide, et ça permet un petit peu d'épurer l'eau avant de trouver un captage d'eau potable, alors que sur le bassin versant du Blavet, le captage d'eau potable est beaucoup plus proche. Et nous, c'est vrai qu'on a été aussi dans cette réserve naturelle, prélever des sédiments. On a fait analyser à l'aveugle ces sédiments par un laboratoire tout à fait sérieux et connu. Donc on leur a pas dit du tout où c'était, et les résultats c'était hallucinant, parce que on s'est retrouvé, on a trouvé de l'arsenic, on a trouvé du cobalt. Tout ça, c'est quand même très très inquiétant, et du nickel aussi. Alors Morgane, on va continuer dans quelques instants cette découverte avec vous du site. On va reprendre la voiture, mais avant ça, on va parler un peu de vous quand même. On sent, voilà, la journaliste d'investigation qui a envie, de mener à bien ces combats. Comment c'est venu, tout simplement, voilà, vous qui êtes né dans un milieu plutôt agricole? Ouais, en fait, je me sens pas très journaliste d'investigation. Je suis avant tout une journaliste locale. J'ai besoin du terrain pour travailler. Ça, c'est un terrain que je connais très très bien. J'ai eu la chance, je me suis donné les moyens d'avoir du temps. C'est-à-dire que j'ai pris sur mes vacances, parce que moi, je travaille pour une radio locale que j'adore, qui est RKB. Mais j'ai pas du tout envie d'exposer RKB à des procès ou des choses comme ça. Donc, j'ai travaillé pour un média plus solide qu'est Splendide. Que vous avez confondé. Qu'on a confondé à plusieurs journalistes. Et donc, moi, pendant mes vacances d'RKB, j'ai travaillé sur cette enquête. On a donné beaucoup de temps, mais moi, j'ai vraiment bossé sur mes vacances, parce qu'en fait, c'était pas possible on est sur des vrais terrains d'enquête ici en Centre-Bretagne, et on a une omerta incroyable, sous prétexte qu'il y a des entreprises qui génèrent de l'emploi, on peut le comprendre. Eh bien, on a l'impression qu'il y a des passe-droits qui se font, et que tout semble possible à ces entreprises. Mais d'où est venu justement ça ? D'où est venu le journalisme pour vous ? Moi, j'ai débuté, je suis née sur une ferme, mais après j'ai fait pas mal d'éducation populaire, et puis j'ai fait de la philo. Et je suis d'une nature plutôt curieuse. Et en fait, je suis aussi ornitho-amateur, j'aime bien regarder les oiseaux. Et entre les années 80, où j'étais enfant, la campagne des années 80 en Centre-Bretagne, et la campagne des années 80 maintenant, c'est tellement différent, il y a tellement de choses qui ont changé, que moi, ça me touche beaucoup, ce qui se passe, ça m'impacte. Et comme ça m'impacte, et que j'ai les moyens, voilà, j'ai un beau métier, j'ai un métier où j'ai le droit d'être curieuse, j'ai le droit de chercher, j'ai le droit de poser des questions. Faut en profiter, et puis partager ce qu'on trouve avec les autres. Et puis c'est aussi quand même un des enjeux principaux du Média Splendide, c'est de donner à lire des enquêtes gratuitement aux lecteurs, parce qu'on estime à Splendide qu'aujourd'hui il faut de l'argent pour être bien informé, et que c'est pas normal. Justement, c'est ce qui a motivé aussi la création de Splendide. Parce que pourquoi avoir lancé ce média-là ? C'est parce qu'il y avait peut-être un manque pour vous, ou un besoin d'expression différent ? Non, au départ, on s'est constitué autour d'Inès Léraud, qui était victime de procès Bayon. On s'est concerté avec pas mal de journalistes en Bretagne et ailleurs, mais beaucoup de journalistes bretons. On avait quand même récolté 400 signatures pour défendre la liberté de la presse en Bretagne sur les sujets agroalimentaires. Et de là, on a tellement discuté ensemble qu'on a récolté pas mal de témoignages de journalistes qui nous expliquaient des situations dans lesquelles soit ils s'auto-censuraient, soit ils étaient censurés par leur rédaction, parce qu'ils travaillaient pour des médias qui avaient des espaces publicitaires, par exemple dans leur colonne, ou des sponsors, voilà, ou des partenaires, comme on le dit maintenant. Enfin, je pense au stade de foot, à ce genre de choses. Et évidemment, ça bride la liberté d'expression. Et là, on s'est dit, mais en fait, nous aussi, à RKB, moi, j'ai fait perdre des subventions à ma radio, des subventions qui nous venaient, puisqu'on est une association, des mairies, principalement. Heureusement d'ailleurs que c'était que les mairies, pour des sujets que j'avais faits. Alors, pas des sujets, on va pas dire que c'était des sujets où j'avais raconté n'importe quoi, hein, c'était
En lien avec l'agriculture, enfin l'agroalimentaire. En lien avec l'agriculture, l'agroalimentaire et les pesticides. Et de fait, on s'est dit il faut qu'on crée un média qui soit complètement indépendant, qui ne soit ni dépendant des subventions, ni dépendant de la pub, ni même dépendant d'un lectorat qui paye, en fait. Donc, on a demandé aux citoyens de nous financer. Ce plan maintenant est arrivé à sa 11e enquête, c'est quand même assez génial et ça continue. Et ça marche. Les citoyens nous aident. Et c'est hyper important. Ils nous aident à produire une info libre et gratuite. Encore un camion, c'est fou, hein? Allez, on prend la voiture. Sur ma route, Claire Le Parc. Vous voyez la colline, là? Ouais. Cette colline, elle n'existait pas avant qu'Iméris arrive. En fait, c'est un terril de déchets. Donc ça veut dire que le paysage peut changer sous vos yeux lorsque vous êtes riverain ici. Vous pouvez avoir une très belle vue, puis du jour au lendemain, il n'y en a plus. Il a fallu combien de temps pour mener à bien cette enquête-là, en tout cas ce volet-là? Le volet, on a mené les 3 volets à peu près de front. On a commencé à travailler au mois d'avril. En juillet, on a mis le gros coup de boost en juillet. On continuait d'être en écriture en septembre. Et en fait, jusqu'à la veille de la parution, on a retravaillé absolument toute notre enquête, vérifié nos sources, bien entendu. On a aussi des relectures avec un avocat. Enfin, voilà, c'est très sérieux. Oui, parce que voilà, quand on se heurte à des sujets comme ça, on sait que derrière, voilà, il va y avoir forcément des obstacles. Quand vous parlez de sources, quelles sont justement vos sources pour cette enquête-là? On a des sources, des sources assez tangibles, c'est les analyses. Il n'y a pas beaucoup plus tangible qu'une analyse. Après, on a des sources de gens qui souhaitent rester anonymes et on peut les comprendre. On habite dans une petite commune, il y a peu de gens dans le milieu rural et s'opposer à cette mine qui a une petite centaine de salariés, c'est très compliqué. Et on comprend aussi que les salariés veulent défendre leur emploi. En attendant, pour les riverains vivent quelque chose qui est très difficile, d'une part, et puis d'autre part, l'impact est réel. On se rapproche forcément des dirigeants de la mine quand on mène une enquête comme ça. Et quel accueil avez-vous eu? Alors, à partir du moment où en fait, on a vraiment lancé l'enquête, on n'a pas eu de réponse d'Iméris, ou très peu. Mais moi, je suis journaliste locale. Depuis 2022, j'ai déjà travaillé sur le sujet, c'est-à-dire que je suis allée aux portes ouvertes, j'ai pu réaliser des interviews, je suis allée au comité de suivi de site, enfin, j'ai fait à peu près tous les rendez-vous, je suis allée aux réunions publiques et sincèrement, la possibilité d'aller à tous ces rendez-vous, d'être sur place, de savoir ce qui s'y passe, moi je trouve que c'est une grande richesse en fait. Le journaliste local, il a aussi la chance d'avoir un accès vraiment à la température sur le terrain aussi, quoi. Justement, parce que c'est vrai que ça fait 2 fois, bon après dans le cadre aussi de cette enquête, mais que vous insistez sur le fait d'être une journaliste locale. C'était un choix aussi pour vous de le rester, parce que vous avez collaboré entre autres avec France Inter, entre autres, mais c'était un choix de rester journaliste locale. J'ai pas eu de grandes propositions. Si vous aviez eu. Non, mais je pense que, moi j'ai quand même un gros souci. Je suis pas très ambitieuse, mais je suis aussi, je suis pas très ambitieuse, mais en même temps, quand il y a quelque chose qui me tient à cœur, je peux être assez opiniâtre et je lâche jamais. Donc j'emmène patiemment au bout les sujets qui me semblent importants. Et voilà. Et j'espère continuer à collaborer avec d'autres médias et continuer à faire de la radio, parce qu'en fait la radio, j'adore ça. Alors pourquoi la radio là? Ah là là, la radio, mais c'est un truc, je suis amoureuse de la radio, moi, c'est fou, ça a été une découverte, ça a été un coup de foudre, quelque chose de dingue, parce que je suis un peu, comment on va dire, j'ai un peu de mal à être enfermée, j'ai un peu de mal à ce qu'on me bride.
Et la radio, je trouve que c'est un média où on a une liberté folle. Regardez là, on est en train de marcher dans la bouillasse, dans un champ de maïs en silage. Et voilà, on n'est que toutes les deux. Vous allez ramener du son, vous allez ramener tout mon environnement avec moi là. Parce qu'il y a tout ce qui se passe autour et ça c'est quand même magique quoi. Voilà, j'adore la radio. Continue à monter en hauteur, d'accord ? Ouais. C'est vrai qu'on est plutôt pas mal ici. Vous disiez vous ramenez avec moi que j'allais ramener avec moi tout votre environnement. C'est quoi tout votre environnement pour être un peu plus précis ? C'est... Mais ça tient à des détails, hein. Je vais vous paraître complètement folle, mais je sais pas moi... dans un article, vous n'aurez jamais la façon dont quelqu'un reprend sa respiration entre les mots, la façon dont quelqu'un hésite, la façon dont une voix elle peut chevrotter quand elle est émue. Enfin, et tout ça, la radio le retranscrit d'une manière complètement magique et parfaite. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? C'est l'envie d'être quoi ? D'être un témoin de son temps, de son pays, de sa région, de sa ville. Bon, on est tous des témoins. Il n'y a pas besoin d'être journaliste pour être témoin. Et puis les journalistes sont des vrais témoins, c'est-à-dire tous les gens qui font un peu les sentinelles sur le terrain. Sans les infos, sans les sources, on ne serait rien du tout. Donc ouais, moi j'estime qu'on est tous témoins. Et si moi je creuse un petit peu plus, déjà c'est parce que j'ai le loisir que ce soit mon métier, j'ai un beau métier. Et j'ai la chance de pouvoir le faire à peu près bien, ce qui n'est plus le cas de tous les journalistes. Mais ici, on est sur des vrais terrains d'enquête. Enfin, moi, je reste persuadée que la Bretagne, c'est un terrain d'enquête incroyable, quoi, parce qu'il y a eu tellement d'abus en Bretagne. On a une telle dette écologique que malheureusement, je pense qu'on n'a pas fini de trouver des sujets pour les journalistes. Il y a quand même un engagement très fort. Parce qu'il y a des journalistes qui sont plus ou moins engagés quand même. Non, moi je pense qu'on est tous engagés. Hein. Ouais. Je pense que c'est la disponibilité et le temps qu'on y passe maintenant. C'est sûr que moi quand j'avais 30 ans, 30-35 ans, que j'avais 2 enfants, j'avais pas le temps de faire ça. Là voilà, mes enfants sont grands, j'ai retrouvé du temps. Moi j'estime pas que je sois plus engagée que les autres. Mais je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai fait pas mal de trucs, j'ai été conseillère municipale, j'ai compris des choses, j'espère avoir à peu près compris des choses. Je lis beaucoup et je me dis, il y a quelque chose que je sais faire, c'est peut-être écrire des articles, mais il faut le faire. Et là-bas, on a le sommet du Morbihan, vous qui êtes morbihanaise, Claire. Ouais. Vous savez ce que c'est là-bas ? Non. C'est vrai ? La calotte Saint-Joseph, sur la commune de la Trinité-Langonette. Vous voyez ? Une espèce de boule marron là. Ouais. C'est hyper beau. Il faut absolument venir une fois dans sa vie sur la calotte Saint-Joseph. J'invite tous vos auditeurs à venir. C'est magnifique. Vous me l'aurez fait découvrir cette calotte Saint-Joseph, Morgane. Parce qu'on est vraiment à cheval entre le Morbihan et les Côtes d'Armor. C'est aussi la magie de cette émission. C'est de faire des rencontres aussi du paysage. Parce qu'on est sur le mauvais versant. On va repasser du côté Côte d'Armor. Il ne semble pas y avoir de courant. Hop. Alors on parlait de l'engagement tout à l'heure du journaliste. Vous avez été quand même à plusieurs reprises, Morgane, ciblée par des intimidations. Vous avez été attaquée, même directement. Qu'est-ce que ça fait à répétition ? Ça fait douter, forcément ça suscite de la peur. Est-ce que ça suscite du doute aussi ? Ça c'est assez bizarre parce que plus j'en cause, j'en ai parlé avec des journalistes hommes dernièrement, là, dont Nicolas Legendre qui me disait qu'il avait... Lui, il n'a pas eu d'embêtement. J'en ai parlé avec d'autres journalistes qui m'ont dit c'est souvent les femmes quand même qui se font embêter. Et c'est marrant, c'était leur analyse. Moi, je ne l'avais pas faite, cette analyse. Après, oui, j'ai eu des soucis. Clairement, on a cherché à faire en sorte que je me taise et que j'écrive plus rien et que je me cache. Et c'est vrai que au regard de
du résultat, déjà un premier déboulonnage de roues, plus pas mal d'ennuis qui ont abouti à un non-lieu. Il y a eu une enquête, mais un non-lieu parce qu'il n'y avait pas de preuves. Un deuxième déboulonnage de roues pour lequel il n'y a pas eu de réouverture d'enquête. Et ça, moi, ça me chagrine quand même. Donc on se dit, il y a une certaine impunité à pouvoir inquiéter les gens. Et ça, c'est absolument pas normal. Alors on se donne de la force en travaillant en collectif, comme je l'ai fait là avec Splend. On a aussi constitué un collectif de femmes journalistes qui travaillent sur les questions agroalimentaires. Ça, c'est un collectif qui n'a pas de nom, mais on se retrouve tous les ans sur un week-end dans un lieu de lutte en France. Et on s'est dit aussi qu'en tant que femme journaliste, on allait non seulement s'aider, mais travailler ensemble. Et moi, je suis hyper contente d'avoir fait une enquête avec 2 autres femmes là, aujourd'hui. Et l'agroalimentaire, ça reste clairement un sujet sensible. Vous parliez justement de Nicolas Legendre. L'agroalimentaire, ça reste un sujet sensible, évidemment. Enfin, on peut pas... Regardez cet énorme camion sur la colline, là, vous le voyez ? On peut pas... en Bretagne, on produit de la nourriture pour 22 millions de personnes, on est 3 millions d'habitants. Évidemment que ça reste un sujet sensible. Enfin, moi, je me balade un peu en France, pas souvent, parce que j'ai pas le temps, mais dernièrement, je suis allée dans le Var, et puis je suis allée après dans l'Aude. Et je regardais les gens là-bas, je dis, mais on la produit où, votre nourriture là? Parce que je vois des vignes, je vois des friches, des endroits où l'agriculture a été quasi abandonnée. Donc je comprends pas, quoi. Et voilà, non, en Bretagne, on a quand même fait un choix qui est un choix fort de produire pour énormément de gens, d'avoir des millions d'animaux sur notre territoire, d'avoir des algues vertes. Évidemment qu'on est loin d'être sorti des grosses difficultés environnementales en Bretagne. C'est d'ailleurs après la diffusion notamment de Bretagne, une terre sacrifiée, que vous aviez été victime de nombreuses intimidations. Ça, là, plus jamais, moi. Plus jamais je ne répondrai à des réalisateurs qui veulent faire un documentaire avec autant de candeur. Je pense que je suis un peu vaccinée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous avez-vous heurté dans la façon de traiter Non, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'étais sur place. Et c'est toujours ça le problème, c'est que la plupart des journalistes, ils viennent, ils font un sujet, ils repartent. Moi, je fais de l'enquête là où je vis, donc c'est compliqué. Mais là, du coup, j'ai pris mes précautions. Aujourd'hui, je cache mon adresse. Je suis domiciliée au centre communal d'action sociale de Rostronin, qui a la gentillesse de prendre mon courrier, comme ils le font d'ailleurs pour des gens qui sont SDF ou des gens qui vivent en camion. Et comme ça, mon adresse ne figure pas sur des documents qui peuvent transiter par la poste. Et je dis pas où j'habite, voilà. J'ai décidé que, comme tout le monde, j'ai le droit à de l'intimité. Moi, je dépasse pas ces limites-là quand je travaille. C'est-à-dire que je vais pas au domicile des gens, je vais pas les harceler. Je leur téléphone pas sur leur téléphone perso. Enfin, je reste dans les limites du respect de la vie personnelle, de la vie privée. Et moi, j'ai plus du tout envie qu'on m'embête chez moi. Ça m'a quand même beaucoup marqué. Ça m'a perturbée. J'ai moins bien travaillé. J'avais des problèmes aussi de concentration. Je paranoïais un petit peu aussi. Je perdais un truc, j'ai l'impression qu'on me l'avait volé. Enfin, au bout d'un moment, on est vite déstabilisé. Et en fait, ce qui est le plus pernicieux, c'est que les gens qui le font, ils savent très bien que ça va entraîner ça. C'est pas juste pour faire peur. Ils savent très bien aussi que derrière, il y a tout un processus où on est en train de fragiliser la personne. Et de la fragiliser aussi et financièrement, et dans son raisonnement, et dans sa capacité d'organisation. Enfin, c'est assez raide quand même. Et à quel moment on se dit que la vérité doit l'emporter et la liberté d'expression ? Jamais en fait. Juste on se dit j'en ai marre, j'ai envie d'être peinard. Et puis assez vite on peut se dire j'arrête tout, quoi. C'est bon. Tout ça pour ça. Enfin, les gens ils ont une espèce de des croyances, un peu des mythes comme ça, que les journalistes gagnent plein d'argent et tout. Alors peut-être dans des rédactions les journalistes gagnent plein d'argent, mais je peux vous assurer que moi je travaille dans une petite radio locale, je fais un peu d'enquête pour d'autres médias, mais
on n'est pas du tout dans le haut du panier des gens qui gagnent très très bien leur vie. Enfin, faut pas rêver du tout, quoi. Moi, voilà. Et donc aussi, ça participe au fait, voilà, les gens se disent, on est des fouteurs de merde, on gagne super bien notre vie, on dit n'importe quoi, puis on s'en fout, mais c'est pas vrai du tout, du tout, du tout. On fait très attention à ce qu'on dit. On travaille tous avec beaucoup de conscience professionnelle, même les gens qui travaillent sur des médias qui sont critiquables par la façon dont ils délivrent l'information. Moi, je connais que des gens qui travaillent bien quand même et qui ont beaucoup de conscience professionnelle. Mais voilà, le mythe du journaliste, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Donc là, hop, ça y est, vous avez les usines qui fument de Imerys. Et ces collines là, le problème c'est que la colline là qu'on a là, elle est assez récente, elle est en train d'être remplie, donc peut-être qu'avant on voyait encore mieux. Mais voilà, c'est un très très gros site, quoi. Ça vous fait quoi quand vous êtes là devant ça? Bah, ça me fait rien, mais ça me fait rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me dis que il va falloir faire quelque chose de ces déchets miniers un jour, et que sans doute que la société Imerys, elle a assuré qu'une fois qu'elle partirait, qu'elle aurait cessé d'exploiter, elle s'occuperait de l'eau pendant 10 ans, c'est-à-dire elle traiterait l'eau pour qu'elle ne parte pas dans le milieu en étant trop chargée en manganèse et pas trop acide non plus. Mais en attendant, 10 ans à l'échelle géologique, c'est rien, ce n'est rien du tout. Voilà, le gisement qui est là, il a mis 450 millions d'années à se former. Il s'est formé il y a 450 millions d'années, donc 10 ans, qu'est-ce que c'est? Voilà, et après, voilà, c'est encore beau, hein, ça reste beau la Bretagne. Hein. Vous voyez, là, on a une vue hyper panoramique, on est dans un des points les plus hauts, on est sur le Mindu. Mais je vois, moi, qu'est-ce que je vois là quand je regarde? Je vois des parcelles immenses qui n'étaient pas là autrefois. Je vois du bocage détruit, je vois des éoliennes, pas mal. Je vois ces fumées d'Imerys et puis ces cratères d'Imerys. Non, je pense que... Je sais pas si on va être capable de faire une transition souhaitable, parce qu'il y a plein d'histoires de transition qui ne sont pas très souhaitables. Et je trouve que ce petit pays-là, où il n'y a pas beaucoup de gens au kilomètre carré, il mériterait vraiment... qu'on y fasse un peu attention, parce que il y a des communes encore ici qui n'ont pas été remembrées, où il y a beaucoup de talus, ça va devenir extrêmement rare, il faudrait pratiquement les classer. Il faudrait classer les talus, il faudrait sanctuariser un peu aussi les terres en bio, moi je suis pas très passéiste, j'ai pas une grande nostalgie du passé, mais j'ai une nostalgie de la nature dans le passé. Ouais, c'est ça, il y a une inquiétude quand même. C'est aussi ça qui motive. Allez, je vais le redire, votre engagement, parce que moi j'y vois de l'engagement quand même. Non, moi j'ai été élevée un peu comme ça aussi. J'avais des parents qui étaient paysans. Mon père, moi, mais ma mère, elle s'intéressait pas mal aux plantes, à la botanique, aussi à la santé. Elle était extrêmement méfiante à l'égard des produits chimiques. Et je me rappelle qu'elle découpait plein de petits articles de journaux quand elle en trouvait. Et puis elle avait un petit pilier en bois, puis elle nous les agrafait comme ça pour que quand on vienne la voir, on lise ça. Et je me disais, c'était déjà du journalisme en fait. À l'époque, elle nous faisait une petite revue de presse en nous alertant aussi sur, sur le fait qu'on n'est pas à côté de la nature, on en fait partie, on est constitué de nature. S'il n'y a plus d'abeilles, si on est obligé de traiter 15 fois l'eau avec des procédés de plus en plus techniques pour pouvoir la boire, ça veut dire que ça ne va pas durer très longtemps cette affaire quand même. Hein. Et moi je suis pas... comment on va dire, il y a des gens qui disent que les personnes qui s'intéressent à l'écologie, ce sont des anti-tout, et tout. J'en suis pas persuadée, mais je pense qu'on a un devoir de vigilance qui commence par regarder le petit ruisseau qui est près de chez soi, dans quel état il est, regarder le petit talus qui est près de chez soi, essayer de commencer à compter les oiseaux dans son jardin, et puis en plus, il n'y a pas mieux. Moi, j'ai toujours une lunette, une paire de jumelles à proximité, parce que sincèrement, je fais un boulot assez stressant, et me balader dans la nature, regarder les oiseaux, observer, même le petit moineau qui vient 10 fois sur la mangeoire chez moi, c'est un bonheur.
Vous avez lancé avec une quinzaine d'autres journalistes en 2020 le collectif Kelawin, informé en breton, dont l'appel pour la liberté d'informer sur l'agroalimentaire en Bretagne est signé par 400 journalistes. Ouais, c'est ça. Quand même. C'était pour aider Inès Léraud. Clairement, elle avait 2 procès bâillons, c'est-à-dire des gens qui l'attaquent en diffamation et qui retirent leur plainte la veille du procès. En attendant, elle s'est retrouvée à travailler beaucoup pour préparer sa défense. Elle est pigiste, donc elle était très précarisée. Parce qu'elle ne rentrait pas d'argent, elle n'écrivait pas d'articles pendant qu'elle préparait sa défense. J'aurais bien aimé qu'on aille un peu à gauche. Ouais. Et puis, c'est carrément de l'utilisation abusive de l'attaque en diffamation. Les tribunaux sont peut-être assez chargés comme ça. Et nous, on s'est dit, ça ne peut pas durer, quoi. En plus, elle a été obligée de donner des infos sur sa vie personnelle à la partie adverse. Ce qui est quand même fou, quoi. Enfin, nous, en tant que journalistes, on a besoin de pouvoir travailler de manière tranquille, quoi. Enfin, et Kelawi n'a plus trop d'existence aujourd'hui, mais l'OFALP est né. Donc l'OFALP, c'est tout récent. C'est un organisme qui va recenser toutes les atteintes à la liberté de la presse. C'est national aujourd'hui. Il y a des membres de Splend qui en font partie. Et je trouve ça quand même assez réjouissant parce que on voit bien qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui sont interrogés par la DGSI ou qui ont des roues déboulonnées ou qui se font casser la gueule. Enfin, c'est pas du tout possible. Il faut qu'on puisse continuer à faire notre métier normalement parce qu'en fait, la société a besoin aussi des journalistes. Voilà. On a besoin d'infirmières, on a besoin d'instituteurs, on a besoin d'épiciers, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin de profs. Et on a besoin des journalistes pour vivre dans une société qui fonctionne bien, normalement. Notre profession, elle est aussi très utile. On redescend donc ce champ. On est plutôt pas mal quand même ici. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette enquête ? Parce que là, on en a parlé brièvement, mais il faut la lire. Il faut la découvrir sur le site de Splend. Ouais. Alors, donc on peut la lire sur le site de splend.org. Après, Splend, c'est un média qui crée de l'enquête. C'est pas un journal sur Internet du tout. Donc nous, notre mode de fonctionnement aussi, c'est de faire des partenariats avec d'autres médias à qui on donne l'accès à nos enquêtes pour avoir un peu plus de répercussions. Et ces médias acceptent d'avoir l'enquête sous embargo et de la sortir en même temps que nous. Donc on a un peu plus d'impact. Donc là, on a fait des partenariats avec Reporter, Bastamag, France 3, il me semble. Et donc c'est sûr, en tout cas c'est sur splend.org qu'on peut lire en intégralité. Mais si vous retrouvez, vous entendez parler de la mine de Glomel et de pollution prochainement, ce sera sans doute une enquête de Splend qui aura été reprise par d'autres médias. Alors ça justement, c'est une réjouissance ou une frustration de voir son travail repris ? Ah non, bon là, moi, c'est super bien de pouvoir reprendre. Nous aussi, en tant que journalistes, on se nourrit du travail de nos collègues tout le temps. On lit le travail de nos collègues. On est tellement content quand on commence à travailler sur quelque chose de voir qu'il y a des chercheurs qui sont passés avant nous, qu'il y a des gens. Il y a plein de gens qui enquêtent ou qui travaillent sur des sujets formidables et avec des travaux qui restent dans les fonds de tiroir que non, c'est super bien. Nous, c'est clair qu'on fait du journalisme pour lequel on souhaite avoir de l'impact. Eh bien là, on va voir, mais si ça monte déjà jusqu'au conseil régional, c'est plutôt pas mal. Et puis, c'est vrai que la multinationale qui travaille ici, Imerys, prévoit d'ouvrir une énorme mine de lithium dans l'Allier. Sincèrement, je pense que ce qui se passe à Glomel, que cela se sache, eh bien, je pense que ça va être plus compliqué peut-être pour Imerys dans l'Allier. Il va falloir vraiment plus montrer patte blanche pour pouvoir faire de la recherche de lithium. Alors, il faut savoir que l'Andalousie, on nous a dit qu'elle était vendue à peu près 600 € la tonne ici. Le lithium, c'est autour de 8 000 € la tonne. Donc, là, c'est une vraie mine d'or. Et on précise quand même qu'Imerys se défend derrière des études d'impact qui ont été menées, faut le rappeler quand même. Oui, bien sûr. Non, Imerys a produit des études, mais visiblement, on n'a pas recherché la même chose dans les échantillons. Morgane, avant de
On passe les ronces. de rentrer dans ces ronces-là. Comment on C'est dit, une vraie aventure. voilà. Hein. Ouais, mais après, c'est aussi une belle image de franchir des ronces, parce que pour réaliser de l'enquête, il faut aussi rentrer dans des fourrés et broussailler et passer à travers les ronces. J'allais vous demander justement quel pourrait être le mot de la fin de cette émission, parce que j'ai pris pour habitude de laisser mes invités conclure. Alors soit on reste sur cette image des ronces à franchir, ou alors si vous avez... Non, ça me va assez bien, les ronces à franchir. Et ben alors merci Morgane. Kenavo. Une interview de Morgane Large à réécouter dans sa version longue sur le site rcf.fr. Et je précise que nous avons contacté l'entreprise Imerys pour lui proposer de réagir à l'enquête. Dans un communiqué, elle rappelle, je cite, « L'exploitation de carrières en France est régie par le Code de l'environnement. Conformément à la réglementation en vigueur, Imerys maîtrise les impacts de la carrière de Glomel en respectant des normes de contrôle prescrites par l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale qui fixe les seuils à respecter, ce que les audits réalisés par des organismes indépendants démontrent. Imerys conteste formellement les accusations contenues dans cette enquête et s'en réfère au droit français ainsi qu'aux réglementations en vigueur pour s'acquitter de ses responsabilités. Fermez les guillemets.